et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous embarque dans des aventures holistiques inoubliables. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule de MJ Explique-moi et je vais vous présenter en gros et en bref un jeu de rôle à venir qui ne devrait laisser personne indifférent. Vous êtes attiré par les histoires qui grattent un peu, celles où les héros n'en sont pas vraiment, où la lumière peine à traverser les zones d'ombre? Vous aimez suivre des personnages cabossés, moralement ambigus qui avancent malgré leurs failles? Alors cette capsule va être pour vous. Certains noms résonnent peut-être déjà. Toubib, Carneuil, Corbeau. Peut-être que l'atmosphère lourde et fraternelle de la Compagnie Noire fait partie de vos références. Eh bien si c'est le cas, vous allez reconnaître un parfum familier dans ce dont je vais vous parler. Parce qu'on s'intéresse aujourd'hui à Chien de guerre, le premier jeu d'Alexandre Quevillon, publié chez les 12 Singes. Un jeu qui vous emmène dans un monde où les vainqueurs ont imposé leur paix et où vous incarnez ceux qui ont perdu. Humains, nains de cendre, elfes putrides, peu importe votre origine, vous jouez des mercenaires marqués par la défaite, tolérés par nécessité plus que par respect. Des soldats usés, relégués aux missions que personne ne veut assumer. Et au milieu de tout ça, une seule chose tient encore debout, la compagnie, votre compagnie. Ce lien qui vaut bien plus que votre propre peau. Alors rangez les héros en armure éclatante, ceux qui sauvent la veuve et l'orphelin. Ici on sort les regards noirs, les cicatrices mal refermées. Je vous emmène fureter du côté du camp des mauvais garçons et des mauvaises filles. Chien de guerre est un jeu médiéval fantastique profondément ancré dans la dark fantasy. On est dans un bas Moyen-Âge ravagé par la guerre, des royaumes instables, des alliances qui se brisent et une violence quotidienne banalisée. Ici, pas de high fantasy lumineuse, pas de licorne, pas de féerie. Le monde est rude, sale et épuisé par les conflits. L'histoire commence après la chute de Tolamoth, l'éternel oppresseur. La guerre est finie, mais elle a laissé derrière elle des survivants indésirables. Des orques façonnés pour le combat, des elfes putrides, des nains de cendre et des humains bannis. Vous êtes tous porteurs de la marque de l'obscurité, rejetés par les vainqueurs, traqués, méprisés. Et vous n'avez tenu qu'en vous regroupant en compagnie franche. Vous allez incarner des mercenaires, des vétérans compétents, dangereux, haïs de tous et pourtant indispensables. Alors oui, on joue des salauds, mais pas pour les glorifier, pour se demander ce qu'ils font, de ce qu'ils sont devenus, et s'il reste encore une place pour la rédemption. L'idée centrale du jeu, ce n'est pas mon personnage, mais c'est la compagnie. Elle structure le récit, les choix et les conséquences. C'est une famille de substitutions, imparfaite certes, mais vitale, qui pousse naturellement au jeu collectif et à la fraternité. Côté inspiration, on retrouve clairement la Compagnie Noire, pour le fait que le groupe soit au centre de l'aventure. Game of Thrones pour le cynisme politique, Berserk pour la violence tragique, et côté jeux vidéo, Dark Souls, The Witcher, Tyranny. Un même fil conducteur, survivre, rester loyal et tenir ensemble dans un monde où c'est l'autre camp qui a gagné la guerre. Les terres doyennes sont découpées en grands âges, chacun marqué par l'influence des dieux. Le premier âge va être celui des mythes, le père, la mère et leur fils Obémon. Quand Obémon se rebelle et introduit l'obscurité, l'équilibre se brise et les dieux se retirent. Le deuxième âge, lui, va voir les races anciennes, elfes, nains, qui vont s'épuiser dans des guerres longues. Et c'est là qu'Obémon va revenir sous sa forme d'avatar, Tolamoth, et tenter de conquérir le continent avant d'être emprisonné par une magie elfique. Le troisième âge est celui des humains. Ils bâtissent des royaumes, se font la guerre, jusqu'au retour de Tolamoth. Et là, c'est la guerre d'oppression, 7 ans de carnage. Tolamoth va s'appuyer sur les orques qu'il a façonnés lui-même et sur ses 9 lieutenants qu'on appelle les oblitérés. Ce sont eux qui vont imposer la marque, créant les marqués, qui vont être capables d'user d'arcanum, c'est-à-dire de magie. En face, humains et elfes s'unissent, ce sera la première entente. Puis arrive Gersandre, l'avatar du père, qui crée à son tour des élus, porteurs de lumière. Le conflit se termine par un duel apocalyptique entre Gersandre et Tolamoth, où les deux vont mourir. C'est ainsi que débute le quatrième âge, celui dans lequel le jeu se déroule. La guerre est finie, mais le monde est brisé. Marqués et élus sont nombreux, visibles et au cœur de tensions politiques. Vous allez jouer des marqués, haïs, rejetés, mais trop utiles pour être éliminés. Alors le jeu pose une question simple et brutale, que faire d'un pouvoir hérité du mal, dans un monde qui prétend avoir vaincu les ténèbres? Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dans Chien de guerre, une compagnie franche n'est ni une armée régulière, ni une simple bande de mercenaires. C'est en réalité une confrérie militaire née après la guerre d'oppression. Quand le conflit s'est terminé, des milliers de vétérans apatrides, souvent marqués, se sont retrouvés sans royaume, sans statut et sans avenir. Les puissants ont préféré les tolérer plutôt que de déclencher une nouvelle guerre en essayant de les éliminer, et ces survivants se sont regroupés. Ce sont les compagnies franches qui sont ainsi nées. Chaque compagnie a son style, certaines sont brutales et disciplinées, d'autres pragmatiques, opportunistes, professionnelles. À leur tête, on trouve un capitaine, plus un chef d'entreprise qu'un héros romantique. C'est lui qui recrute, négocie, gère la solde, l'équipement ainsi que la réputation.
Sous lui, une hiérarchie assez simple, les vétérans, les hommes d'armes, les sergents, les lieutenants et bien sûr les marqués qui font partie de l'élite. Une compagnie, c'est souvent plusieurs centaines de combattants, plus tout un sillage logistique, soigneurs, artisans, valets, suiveurs de camp. Ainsi, quand une compagnie se déplace, les civils ne voient pas une protection, ils y voient une menace. Officiellement, une compagnie vit de soldes et de primes, mais en réalité c'est beaucoup plus sale. Pillage, rançon, pression. On l'engage quand on a besoin d'un travail rapide, violent et qu'on ne veut pas assumer les conséquences morales. Mais surtout, une compagnie c'est un groupe de survie. On n'y recrute pas un énième soldat, on recrute un frère ou une sœur d'armes. Le groupe protège, nourrit, soigne et enterre les siens. La loyauté va au camp, aux articles internes et à ceux qui veillent sur vous pendant que vous dormez. Et ça, ce n'est pas juste une idée de l'or, c'est dans les règles. La compagnie est gérée comme une entité à part entière, avec sa propre fiche de personnage, des caractéristiques, des compétences et bien sûr, des faiblesses. Ces trois grandes caractéristiques sont les effectifs, la logistique et la morale. Une compagnie peut être nombreuse mais mal organisée, bien équipée mais au bord de la rupture, très bonne en bataille mais fragile sur la durée. Vous ne recevez pas une compagnie toute faite, vous allez la créer à votre image, avec son identité, ses priorités et son mode de fonctionnement. Vous allez aussi définir les PNJ clés du camp. Le sergent avec son sale caractère, l'intendant trop intéressé, le cuistot à l'ancien métier douteux, le gamin messager. Bref, des visages, des liens et des relations qui vont vraiment compter. D'ailleurs, un jeu de cartes format poker est prévu pour aider précisément à créer ce type de PNJ et renforcer l'attachement au camp. C'est bien sûr là le cœur du jeu. Vous ne jouez pas seulement un personnage, vous allez jouer les membres d'une compagnie. Votre sécurité, votre survie dépendent de votre groupe. La compagnie n'est donc pas un décor, c'est réellement votre foyer et surtout, votre dernier refuge. La création de personnages est rapide, mais chaque choix a un poids narratif très fort. Ici, on ne fabrique pas un héros, on construit un vétéran qui est déjà très abîmé. Vous allez répartir vos points dans 3 caractéristiques. Corps, vivacité, esprit, chacune entre 8 et 12. Ces caractéristiques servent à 2 choses. D'abord, ce sont vos capacités, bien évidemment, mais c'est aussi une réserve dans laquelle vous pourrez puiser un peu plus tard. On va y venir. Ensuite, vous allez choisir votre origine. Alors les humains sont assez lisibles et variés, des sociétés militarisées, une noblesse décadente, des cités d'intrigue, des érudits, des clans nordiques. Tout ça, c'est intégré socialement, mais c'est divisé culturellement. Par contre, les peuples non humains, eux, sont une véritable signature du jeu. Ils ne sont pas exotiques, ils ne sont pas cool. Ils sont tragiques, dérangeants, rejetés. Les elfes putrides, survivants d'un rituel interdit, morts vivants végétaux marqués par la décomposition. Ils rappellent au monde une faute que tout le monde préfère oublier. Les nains de cendre, exilés de leur propre peuple, ils ont perdu l'immortalité ainsi que l'esprit de ruche et gagné l'individualité et donc la solitude. Ils sont solides, inflexibles et ont une problématique très particulière, ils sont incapables de mentir. Je vous prie de croire que ça donne des parties mémorables. Exactement! Je suis incapable de mentir! Et enfin les orques, créés pour la guerre, tous porteurs de la marque, ils cherchent à exister autrement que comme des armes. Leur culture est égalitaire, pas de distinction de sexe ni de statut, ce qui choque profondément dans l'ordre féodal patriarcal qui est ambiant dans cet univers. Ensuite, vous allez choisir votre carrière, c'est-à-dire votre rôle concret dans la compagnie. Fantassin, éclaireur, nécromant, ingénieur, arcaniste, peu importe. Ça va fixer vos compétences et vos premiers arcanums. Vient ensuite l'ascendance, c'est-à-dire l'origine précise de votre marque. Souvent, elle a été apposée par un oblitéré. Elle donne des facilités surnaturelles qu'on appelle arcanes. Mais ça impose aussi une compulsion, fureur, cupidité, obsession, mais pas de petits défauts. Ce sont des pulsions capables de vous pousser à agir contre votre propre raison. Les compétences, justement, parlons-en. Elles sont notées de 0 à 3. 0 correspond à aucune formation, 3 une expertise rare. Plus votre rang est élevé, plus vous allez lancer de dés lors de vos tests. Les traits de personnalité fonctionnent en couple opposé et représentent un pilier du jeu. Ils vont influencer les jets, générer des jetons de passion et définir votre allégeance qui elle-même influencera vos arcanums. Tout ça va donner un sens à votre personnage et éviter de créer des archétypes trop monolithiques et vous pousser à des profils nuancés, plutôt contradictoires. Et enfin, vous allez choisir votre surnom. C'est un moment très important du jeu car ce n'est pas seulement un sobriquet, c'est votre nouvelle identité. Votre vrai nom, vous l'avez abandonné en intégrant la compagnie. Votre surnom, lui, vous protège, raconte une histoire. C'est lui que l'analyste consignera dans les archives. Aboyeur, balafré, feignasse, vinasse, chicot, chaud de pisse. Vous avez compris. Au final, cette création ne cherche pas l'optimisation, elle cherche la cohérence, la faille et surtout vous prépare à votre futur roleplay. Dans
Dans Chien de guerre, on ne lance pas les dés pour tout. On les lance quand ça compte, quand l'issue est incertaine et qu'il y a vraiment un enjeu. Le MJ va choisir une caractéristique, une compétence et lui associer une difficulté, ce qui constituera votre seuil de réussite. Ensuite, vous allez lancer autant de dés 20 que votre rang de compétence et garder le meilleur. Pour réussir, il vous faudra faire égal ou en dessous de votre seuil. Mais avant même de lancer les dés, vous aurez la main avec 2 leviers afin de favoriser votre jet qui sont l'effort et la passion. Tout d'abord, investir de l'effort, c'est-à-dire puiser dans ses réserves. Vous allez dépenser des points de caractéristiques pour augmenter votre seuil de réussite. Un point de caractéristique dépensé, c'est 3 points rajoutés à votre seuil. Ça va rendre l'action beaucoup plus probable, mais ces points-là ne reviennent pas tout de suite, alors il va falloir du repos pour revenir à votre maximum. Ainsi donc, chaque réussite a un prix, de la fatigue, de l'usure, et ce choix-là vous appartient. Le deuxième levier, ce sera invoquer une passion, c'est-à-dire laisser parler la personnalité de votre personnage. Vous allez commencer la session avec un jeton de passion. En le dépensant, vous allez gagner un bonus qui sera égal au rang du trait de caractère en rapport avec la situation. Par exemple, vous voulez invoquer le trait méfiant dans le cadre d'une filature. D'accord ? Eh bien, vous avez 1, 2 ou 3 en méfiant. Eh bien, c'est autant que vous rajouterez à votre total. Un même trait ne peut être utilisé qu'une seule fois par session. Ça va vous pousser à varier le jeu et à incarner vraiment vos personnages. Dans Chien de guerre, un jet de dés ne dit pas seulement si ça marche ou pas. Il va vous dire comment ça se passe et ce que ça va vous coûter. Un échec, c'est-à-dire au-dessus du seuil, va bien sûr entraîner une complication, un retard ou une conséquence. Un 20, c'est ce qu'on appelle un échec critique, les pieds dans le tapis, mais là c'est lourd et surtout c'est durable. Une réussite, elle, peut être fragile, solide ou éclatante. Une réussite critique, c'est-à-dire pile poil sur le seuil de réussite, vous apporte toujours quelque chose en plus, un avantage narratif ou bien sûr tactique. Le système de Chien de guerre produit donc des résultats nuancés, jamais binaires, maintient l'attention, force les choix et donne aux joueurs un vrai contrôle sur leur destin. Réussir est bien sûr possible, mais ça n'est jamais gratuit. Le livre de règles vous accompagnera. Chaque mécanique y est expliquée avec de nombreux exemples concrets, clairs et détaillés. Tout est fait pour comprendre comment ça se joue, comment ça s'utilise et surtout comment ça se vit concrètement à la table. Dans Chien de guerre, il y a 3 formats de combat, l'escarmouche, le duel et la bataille. Et chacun raconte une chose bien particulière. L'escarmouche, c'est le combat du quotidien, rapide, nerveux, dangereux. L'initiative est une réserve qui se dépense, chaque action coûte 10 points. Un personnage vif va enchaîner, un personnage lourd va moins agir, le tempo va rester très lisible. Au niveau de la résolution, ce sera l'attaque contre la défense, puis les dommages contre les encaissements. Ici, pas de points de vie, ce sont des cases de blessures. On peut sortir en 1 ou 2 coups, chaque jet compte et l'effort ou la passion deviennent alors des décisions très importantes. Le duel, lui, est encore plus épuré. Chaque round conteste la priorité. Le gagnant attaque, l'autre se défend. C'est tendu, rapide, parfait pour régler un enjeu social ou politique. Et puis vient ensuite la bataille. Et c'est là où le jeu devient vraiment singulier. Vous n'allez pas jouer des combats à 800 contre 800, loin de là. Le but, c'est que chaque camp atteigne 3 points de victoire. Un tour de bataille résume des minutes entières de chaos sur le terrain. La première décision va être cruciale, c'est-à-dire où vont se placer les joueurs. En soutien, engagé ou au front. Plus vous allez avancer vers le front, plus le risque va être élevé et plus l'impact potentiel de vos actions va être fort. Une fois cette décision prise, chaque joueur effectue ensuite un test de sens des batailles qui va déterminer ce qu'il traverse dans le chaos. Des blessures, des combats éclairs ou une opportunité d'action d'éclat. Et c'est cette action d'éclat qui va être la passerelle intelligente entre le combat individuel et la bataille globale. Plutôt que de jouer toute la mêlée, on joue uniquement la scène qui peut la faire basculer. La percée, la prise d'une position clé, un duel contre un officier ou un assaut sur les archers. Si cette action réussit brillamment, le camp gagne alors un point de victoire. Les joueurs vont donc influencer réellement l'issue de la bataille sans avoir besoin de gérer des centaines de PNJ. La stratégie globale est ensuite tranchée par une opposition de tactique entre les chefs qui va elle-même être modifiée par un modificateur de bataille allant de -10 à +10. Et ce modificateur résume tout, le terrain, le surnombre, la qualité des troupes, les fortifications. Par exemple, vous êtes pris dans un col en infériorité numérique, face à une armée qui est en hauteur, probablement un malus de -10. A l'inverse, surprendre une armée endormie, désorganisée ou en train de se soulager dans le fossé, eh bien là, ça sera un bonus de +10. Que se passe-t-il? Ah, il est malade, Tom Dumoulin. Ouais. Aïe, 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 aïe. Enfin, les pertes sont mesurées par un jet de compagnie, ce qui entre la bataille dans le long terme. Même une victoire peut laisser la troupe exsangue. Et ces blessures-là laissent des traces dans toute la compagnie et à tout point de vue. Au final, le système fait quelque chose de rare. Il permet dans une même séance de jouer une embuscade, une escarmouche, un duel décisif, mais aussi une bataille à grande échelle sans que le rythme ne s'écroule et sans que ça prenne des heures.
Chien de guerre, c'est de la dark fantasy, violence, misère, conséquences, un monde injuste marqué par l'obscurité et des personnages qui ne sont pas des héros. Mais là où beaucoup de jeux s'arrêtent au cynisme, celui-ci met la fraternité au centre. Il ne cherche pas à tout simuler, il cherche à faire jouer ce qui compte. Les batailles sont dramatiques, décisives, la compagnie devient un personnage avec ses forces, ses blessures et sa mémoire. Les traits et la passion encouragent des personnages vivants, contradictoires et évolutifs. Et les peuples jouables ne sont pas jolis, ils portent la perte, la survie et la nécessité du groupe. Ainsi, l'idée est simple, seul un personnage est condamné. La compagnie, c'est ce qui vous tient debout. Pour Frodon. Chien de guerre, c'est un jeu complet, structuré, certes un peu exigeant, avec un ADN old school, mais des mécaniques modernes et cohérentes. À mon sens, il s'adresse surtout à des MJ avec de l'expérience. Le lore est dense, les thèmes sont forts et il faut savoir cadrer une table pour éviter la catharsis qui dérape. Côté joueur, une table mixte fonctionne très bien, des débutants peuvent s'y retrouver, bien sûr si le MJ est solide. L'ambiance doit être annoncée clairement dès le départ. Ici, pas de féerie lumineuse, pas de mission de sauvetage de princesse. On va jouer certes des personnages capables de méfaits, mais sans tomber dans le malsain. Ça, c'est une responsabilité collective, vous connaissez la chanson, on en a déjà parlé. Je dois être aussi transparente avec vous. Je connais Alexandre depuis l'enfance et j'ai suivi ce projet de très près. J'ai lu, relu, discuté du jeu sur plusieurs années de playtest. J'ai débattu du système, du ton, parfois vivement, et j'ai même écrit une courte nouvelle qu'on retrouvera dans le second ouvrage. Si j'en parle avec autant de conviction, ce n'est pas par enthousiasme aveugle, mais parce que le jeu a été éprouvé, retravaillé et qu'il se tient à la table. Si la fraternité occupe une place aussi centrale dans Chien de guerre, ce n'est pas un thème plaqué artificiellement sur un système, croyez-moi. Elle trouve sa source dans un vécu réel qu'Alexandre a placé au cœur de son jeu. Adolescents, nous avons découvert le jeu de rôle dans un club qui, sans que nous en ayons conscience à l'époque, fonctionnait déjà comme une compagnie franche. On n'y venait pas parce qu'on allait bien, mais parce qu'on en avait besoin. Des gamins cabossés par la vie, pas toujours à leur place, parfois perdus, qui trouvaient autour de la table un espace pour exister tels qu'ils étaient. Comme dans une compagnie, on laissait le reste du monde à l'extérieur. Les différences sociales, les failles personnelles, les colères, les silences, tout ça s'effaçait le temps d'une partie. C'était pas de l'héroïsme, c'était juste de la solidarité. Le groupe faisait tenir, ensemble, seul on vacillait. Et tous ensemble, on arrivait à avancer. Alors aujourd'hui, les membres de cette compagnie font partie de ma vie et je sais que c'est le cas pour pas mal d'entre vous aussi. Et cette logique-là, Chien de guerre ne la raconte pas, il la fait jouer. C'est un jeu d'investissement et il donne envie de s'impliquer, de jouer sur la durée. En retour, il va vous offrir quelque chose de rare, des campagnes qui comptent, des groupes qui se soudent et des histoires qui restent, même quand on range les dés. J'en profite pour saluer mes frères d'armes, Godas, Paltoquet et Vérol, et tous ceux qui, comme moi, ont un jour connu le sauvetage d'une vie par le jeu. Côté actu, Chien de guerre sera édité chez les 12 Singes, une maison qu'on connaît pour son flair pour les jeux atypiques. Les illustrations seront signées Will Archer et Mathilde Marlot. Le jeu va sortir en 2 ouvrages. Le premier volume avec les règles, l'univers et une aventure clé en main, et le second consacré au lore, aux chroniques et à une campagne complète. Il y aura bien sûr un écran avec un livret de ressources et même le fameux jeu de cartes dont je vous ai parlé pour faciliter la création de PNJ. Comme toujours, je vous mets les liens en description. Voilà, maintenant vous saviez tout. On se retrouve très vite pour un actuel play dans cet univers et d'ici là, partagez. Dites aux autres comme on est bien chez nous et aidez-nous à nous envoler vers le ciel. Et puis, pour terminer, vous connaissez la chanson. Je ne vous le dirai jamais assez. Arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous les dés du cul. Allez, salut.